Merci beaucoup de me donner l'opportunité de participer à cette table ronde et de présenter des éléments sur de futures pistes vaccinales chez l'homme. Donc, je vais suivre le plan suivant. D'abord, faire un état des lieux de la vaccination antigrippale chez l'homme actuelle. Puis, je vais m'attacher à parler des objectifs d'amélioration des vaccins actuels vers un vaccin dit idéal. Je parlerai également des corrélats de protection après l'infection grippale pour pouvoir permettre de comprendre justement les enjeux visés par les nouvelles stratégies vaccinales. Donc, je ferai une présentation globale et puis après, j'ai choisi de parler plutôt des vaccins qui sont les plus avancés parce qu'on va le voir, il y a énormément de pistes explorées depuis déjà pas mal d'années, mais bon, ce n'était pas évident de faire un choix. Donc, les enjeux chez l'homme, on a déjà eu les présentations précédentes. Je remercie bien sûr les orateurs précédents, ça permet d'introduire tout ça. C'est que chez l'homme, l'enjeu, c'est de se protéger contre les éventuelles pandémies grippales. Et puis ensuite, on a vu, une fois qu'un virus est passé chez l'homme, eh bien, finalement, il est adapté à cette espèce humaine et il provoque des épidémies saisonnières qui reviennent en période hivernale chaque hiver. Donc, le challenge de la vaccination, c'est d'essayer de prévenir, bien sûr, surtout finalement la maladie. Et pour l'instant, la vaccination antigrippale, elle a toujours été basée depuis le départ sur une surveillance pour essayer d'avoir des anticorps neutralisants dirigés contre l'hémagglutinine pour essayer d'empêcher l'infection. Et donc de prévenir les formes graves. Donc, si je fais un historique, finalement, on voit que les vaccins qui sont actuellement utilisés sont issus mais correspondent, même s'ils ont évolué, au tout premier vaccin, finalement, des années 50, 40, 50, avec une production des vaccins sur œufs, puis une inactivation. Et au départ, ces vaccins n'étaient pas très bien tolérés, ce qui fait qu'il y a eu ensuite une amélioration pour avoir des vaccins splittés, puis sous unités qui ont été utilisés. Alors, les vaccins vivants atténués, eux, ils ont plutôt émergé après les risques justement liés au H5N1, donc on a vu ça aussi avec Béatrice tout à l'heure, c'est mis vraiment sur le marché depuis 2003. Et l'objectif de tous ces vaccins, c'est plutôt de stimuler la synthèse d'anticorps neutralisants pour bloquer l'entrée du virus. Et toute la stratégie est basée sur la surveillance à laquelle le CNR participe, notamment tous les CNR au niveau mondial. Donc, je ne vous montre pas, mais tout est organisé finalement sur cet aspect de surveillance de la variabilité de l'hémagglutinine pour essayer d'avoir des anticorps neutralisants. Donc, la majorité des vaccins qui sont utilisés actuellement, ce sont des vaccins inactivés, qui sont des vaccins à virions fragmentés, donc splittés ou sous-unités, et qui n'ont pas d'adjuvant chez l'homme. Donc, c'est vraiment ceux qui est représenté en haut à gauche. Ça, c'est vraiment la majorité des vaccins utilisés, en tout cas en France. Alors, depuis, chez les personnes âgées, donc en bas à droite de la diapositive, on a à disposition des vaccins qui sont plus chargés en hémagglutinine pour essayer d'avoir une meilleure réponse immunitaire. Et puis, c'est seulement en France, en tout cas depuis l'an dernier, qu'il y a une recommandation de vaccination par des vaccins vivants atténués chez l'enfant. Donc, cette recommandation en France, en tout cas, elle date que de l'an dernier, mais ces vaccins, à ma connaissance, ils ne sont pas encore disponibles en France, ou en tout cas dans le Vidal, ils ne sont pas encore présents. Donc, c'est un peu particulier. Après, bon, il y a aussi des vaccins produits sur cellules pour notamment des personnes qui auraient un risque de forme grave et qui auraient besoin d'avoir, qui seraient allergiques aux œufs. Et ces vaccins, ils comportent finalement hémagglutinine et neuraminidase dirigés contre les virus H1N1, H3N2 et également contre les lignages de virus influenza B. Donc, on parle de vaccins quadrivalents, où là, maintenant, même il y a une recommandation plutôt trivalent parce qu'on sait que les virus de B Yamagata ne circulent plus depuis mars 2020. Mais bon, en gros,
on est sur ces stratégies-là. Et donc, si on parle quand même un petit peu des vaccins vivants atténués, il faut savoir que l'OMS recommande la vaccination chez l'enfant à partir de 6 mois, entre 6 mois et 5 ans. Les enfants doivent être prioritaires pour la vaccination, d'après les recommandations de l'OMS, parce que ce sont quand même eux qui sont, là aussi, parce qu'ils sont naïfs immunologiquement, les plus à risque. C'est eux qui représentent la majorité des cas d'infection. 20 à 30% des enfants font une infection par le virus de la grippe. Il y a des cas de surinfection qui peuvent être graves, qui font qu'on a une morbidité importante chez l'enfant. Même si finalement, ça va être surtout les personnes âgées qui ensuite vont décéder de la grippe. Et finalement, on voit que entre les deux, à l'âge adulte, quand il y a une bonne immunité, on s'infecte aussi, mais probablement moins fréquemment avec des formes moins symptomatiques. Et en tout cas, donc ce vaccin vivant atténué, il est recommandé par un certain nombre de pays depuis pas mal d'années, notamment l'Angleterre, les USA, le Canada, mais aussi Finlande, Autriche et Italie. Et en gros, dans ces pays-là, il y a une recommandation de vaccin inactivé entre 6 mois et 2 ans, puis le vaccin atténué à partir de 2 ans. Mais ensuite, ce vaccin atténué, en fait, il est moins efficace chez l'adulte, justement parce qu'il y a une immunité croisée qui fait qu'il ne fonctionne pas très bien. Donc, si on fait un petit peu un bilan des vaccins grippe actuels inactivés, leurs avantages, bien, c'est que tout est organisé voilà, au niveau industriel pour la production sur œuf et la production de ces vaccins. Il y a une bonne tolérance, maintenant qu'ils sont splittés ou sous-unités par rapport au tout premier vaccin inactivé, qui avait peut-être une meilleure efficacité immunologique parce que plus complet, mais bon, une mauvaise tolérance. Il y a une réponse anticorps neutralisante qui est présente et surtout, ils vont induire l'apparition d'IgG au niveau circulant pour prévenir les formes graves. Les limites, c'est la lourdeur technologique avec la production sur œuf, même si bon, elle est mise en place, que on se dit que s'il n'y a plus d'oiseaux et qu'il n'y a plus d'œufs, on peut avoir un risque de production, qu'il y a un risque infectieux. On produit évidemment des quantités très importantes de virus sur œufs avant de les inactiver, donc il y a un risque infectieux qu'il faut maîtriser. Il y a un risque aussi d'inefficacité par évolution antigénique, puisque tout est ciblé sur les protéines de surface et qu'on peut avoir une évolution du virus dans l'hémisphère sud, qui fait qu'ensuite, voilà, il y a une évolution antigénique qui aussi peut être due à l'adaptation du virus sur œuf, donc un risque d'inefficacité, qui se voit notamment sur les H3N2 de temps en temps, parce qu'on sait qu'on a plusieurs clades d'H3N2 chez l'homme, 3 clades des variants, qui peuvent faire qu'on a plus de risques de ne pas avoir une corrélation antigénique à ce qui a été mis dans le vaccin. Et enfin, on a une efficacité immunitaire qui est relativement limitée, en tout cas qui est vraiment ciblée, humorale, avec peu d'effets préventifs en fait, et plutôt également une moindre efficacité avec l'âge, d'où le vaccin plus chargé à 60 microgrammes pour essayer d'augmenter la réponse immunitaire. Donc les objectifs d'amélioration de cette vaccination, eh bien, c'est d'essayer de tendre vers un vaccin qui serait un peu plus idéal ou un peu plus universel. En tout cas, ce serait d'avoir un vaccin qui permette d'avoir une immunité plus durable, donc pour lequel on n'aurait pas besoin de faire une vaccination chaque année, une immunité aussi plus large vis-à-vis de plus de virus, c'est-à-dire à la fois des virus saisonniers circulants, l'ensemble des virus saisonniers circulants chez l'homme, et éventuellement, encore mieux, d'avoir quelque chose, une protection contre les virus zoonotiques. Et évidemment, on a vu que ce risque zoonotique, depuis le départ, est quand même une émulation pour pousser vers la mise au point d'un vaccin universel. Et idéalement, là aussi, l'objectif du vaccin, c'est de prévenir l'infection et si possible la transmission. Et pour l'instant, c'est plutôt un vaccin qui quand même permet de prévenir la maladie et la forme grave. Et donc l'idée, ce serait de passer de vaccins qui seraient vraiment ciblés sur certains sous-types, certaines souches, certains sous-types, à une protection donc universelle. Mais bien entendu, pour arriver à mettre au point un vaccin, il y a plusieurs enjeux, plusieurs challenges de cette vaccination. Déjà, bien faire face à la diversité de ces virus influenza, en particulier les virus influenza A, comme on l'a vu. Donc pour cela, c'est important d'étudier la réponse immunitaire à ces vaccins. Donc quelle est cette réponse immunitaire déjà au moment de l'infection et après vaccination. Et tout l'enjeu, on le sait, c'est d'arriver à avoir des vaccins qui confèrent une bonne immunogénicité tout en ayant une bonne tolérance.
Donc, quel vaccin on va mettre au point, quels antigènes il faut mettre dans ces vaccins, quelle plateforme, quel protocole. En fait, il y a énormément de possibilités euh, pour améliorer tout cela. Donc, quels sont les corrélats de protection après une infection naturelle? Alors déjà, après infection, on sait qu'il y a une réponse immunitaire innée qui se met en place, qu'il y a des interférons de type 1 euh, qui vont permettre la mise en place de cette immunité, réponse par les cellules NK, puis cellules présentatrices de l'antigène qui vont permettre d'aller eh bien, mettre en place une réponse immunitaire adaptative avec aux lymphocytes T et B qui vont pouvoir être activés, proliférer, se différencier. Ensuite, les lymphocytes TCD8 notamment vont pouvoir retourner au niveau du site de l'infection pour pouvoir lyser les cellules infectées. Ensuite, une clairance des cellules va pouvoir se faire par les macrophages, les polynucléaires neutrophiles. Les lymphocytes B, eux, vont pouvoir maturer avec l'aide notamment des TCD4 pour fabriquer des anticorps et qui pourront aussi ensuite participer à la lutte contre l'infection. Et in fine, on pourra avoir la mise en place d'une immunité mémoire avec des lymphocytes T, des lymphocytes B, et puis il y a des lymphocytes mémoire aussi qui peuvent revenir dans les tissus. Alors, le rôle des anticorps, évidemment, il y a les anticorps neutralisants qui vont jouer un rôle contre l'hémagglutinine. Mais on sait que toutes les autres protéines du virus sont importantes pour le cycle viral et que dès qu'il y a des anticorps qui pourront être dirigés par exemple contre la neuraminidase, eh ben, on pourra aller bloquer la propagation du virus. Quand on cible la tige de l'hémagglutinine, on va pouvoir bloquer toutes les étapes de fusion et donc finalement ça se situe à des phases d'entrée importantes. Donc on va bloquer toutes les phases d'entrée aussi finalement du virus. La nucléoprotéine aussi, qui est présente en quantité très importante, est une cible majeure aussi. Donc, les anticorps par eux-mêmes, même s'ils ont d'autres cibles que l'entrée, ont un rôle antiviral. Ensuite, ces anticorps, ils ont aussi un rôle à jouer parce qu'ils vont activer la voie du complément et activer toutes les étapes de cytotoxicité cellulaire médiée par les anticorps, mais aussi activer la phagocytose médiée par les anticorps. Donc on voit que finalement, si on arrive à cibler pas seulement l'hémagglutinine, mais d'autres protéines du virus ou d'autres parties, donc pas seulement la tête de l'hémagglutinine, mais la tige, on aura un effet antiviral conséquent, important. Donc finalement, quand on regarde, il faut s'intéresser à l'ensemble de la particule virale. Alors le problème, c'est que malgré tout, dans la réponse immunitaire, la tête de l'hémagglutinine concentre quand même, est un petit peu, enfin la majorité de la réponse. Et que la majorité des anticorps sont dirigés contre cette hémagglutinine, même si on détecte, quand on fait des études immunologiques, d'autres, donc les autres anticorps, mais aussi la réponse cellulaire. Mais c'est vrai que si on essaie de résumer un petit peu cette diapositive, c'est important de concevoir des vaccins qui vont permettre de cibler donc les autres protéines, parce que comme ça, on aura une réponse plus large, à la fois avec des anticorps donc, contre d'autres protéines, qui vont pouvoir ensuite derrière médier la réponse à BCC notamment par les lymphocytes TCD8, les cellules NK, et puis également des réponses CD8 plus larges et des réactions croisées aussi potentielles, parce que ce qui est finalement important, depuis le début, on se focalise sur l'hémagglutinine qui varie, donc chaque année, il faut aller surveiller cette variabilité pour réadapter les vaccins, mais c'est vrai qu'on se dit, si on cible les parties conservées, peut-être qu'on sera un peu plus efficace, et justement qu'on aura des réactions croisées, une réponse plus durable. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ça n'avait pas été la stratégie menée, c'est de se dire, non, on va bloquer l'entrée, mais c'est peut-être pas finalement, il faut peut-être pas forcément voir que ça. Donc justement, il y a les recherches menées vis-à-vis du risque pandémique sont très intéressantes. Notamment, il y a une étude qui a été menée justement chez des patients dont on a parlé d'H7N9 tout à l'heure, où on voit que chez ces patients, donc c'est une étude qui a été menée sur 16 patients qui étaient infectés par du H7N9 et hospitalisés en 2013, on voit que la survie à l'infection était parfaitement corrélée à la réponse cellulaire TCD8, TCD4 et NK chez ces patients.
Donc c'est là à gauche, on voit bien qu'on a plus de CD8, plus de CD4, de NK ou d'anticorps neutralisants chez les patients qui ont survécu par rapport à ceux qui ont décédé. Que c'est aussi la précocité de la réponse qui a été corrélée à la survie chez ces patients. Donc là, il y a peut-être beaucoup de choses sur cette diapositive, mais on voit que, par exemple, le groupe 1, là, c'est les patients qui ont réussi à s'en sortir dès J14 après l'infection, c'est parce qu'ils avaient une réponse, là, par exemple, chez ce patient A107, dès J6. Donc plus la réponse est précoce, et on voit que par contre, chez les patients décédés, en fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de cellules TCD4 et TCD8. Ils n'ont pas réussi à produire tout cela. Et donc là, ça résumait un petit peu. On a l'impression que ceux qui s'en sortent le mieux de cette infection H7N9, c'est parce qu'ils avaient pu développer une réponse CD8, mais aussi une réponse anticorps suffisamment précoce. Et par contre, il y en a qui s'en sortent, mais qui peut-être plus tardivement, et qui avaient peut-être des CD4 aussi qui sont mis en jeu. Mais bon, la réponse qui a l'air d'être la plus efficace, c'est des CD8 et des anticorps. Et ceux qui ne répondent pas, qui décèdent, ils n'ont pas de réponse. Il y a aussi d'autres essais qui sont résumés dans la revue là, qui est citée en bas et qui montrent que la stratégie par des vaccins vivants atténués a été étudiée donc, pour prévenir le risque pandémique. Donc, les premiers, il y avait des essais menés pour protéger contre différents sous-types, H2N2, H5N1, H6N1, etc. Mais étrangement, il y avait un défaut de réplication de ces virus, de ces vaccins vivants atténués, probablement en raison justement d'une réponse immunitaire préexistante croisée, qui faisait que finalement, on bloquait la multiplication de ces vaccins vivants atténués. Malgré tout, pour des vaccins vivants atténués contre H5N1 et H7N9, il y avait quelque chose d'efficace, et notamment ce qui a été prolongé, en fait, il y a eu des essais qui sont prolongés chez des patients qui avaient reçu un vaccin vivant atténué, par exemple contre H5N1, et derrière, ils ont été revaccinés 3 mois à plusieurs années après avec un vaccin inactivé. Et le fait de faire ce prime boost avec d'abord un vaccin vivant atténué puis un boost par un vaccin inactivé permettait d'avoir chez ces patients des taux d'anticorps plus élevés, une protection croisée importante, plus importante que si on avait fait 2 doses de vaccin inactivé. Donc on voit que ce soit le fait de faire des infections, on a une mémoire immunitaire, pour des virus aviaires, un vaccin vivant atténué avait permis chez ces patients d'avoir vraiment une bonne réponse immunitaire. Alors, si maintenant on essaie d'aller sur les stratégies vaccinales de demain, qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Alors il y a un site très intéressant qui vraiment fait le point sur toutes les stratégies vaccinales pour vacciner chez l'homme. Donc c'est le site Influenza Vaccines Roadmap qui est hébergé par le CIDRAP, l'Université du Minnesota. On voit qu'il y a 193 candidats vaccins, dont 38 en essais cliniques. Il y a 4 essais cliniques qui essaient de combiner des vaccins contre la grippe et le Covid. Et ces vaccins, ils sont basés sur différentes stratégies. Donc, protéines recombinantes, des vaccins basés sur des stratégies proches de ce qu'on connaît déjà à base de virus. Il y a des vaccins à base de virus vectorisés par des virus. Il y a des VLP, il y a des particules non VLP, et il y a aussi tout ce qui est stratégie basée sur des acides nucléiques, notamment les ARN messagers. Donc j'ai fait le choix de ne vous parler que de certains d'entre elles, notamment des stratégies basées sur les hémagglutinines mosaïques ou bien les hémagglutinines Cobra qui sont en phase 2, le vaccin oral non réplicatif en phase 2 également, et puis les stratégies les plus avancées, ce sont des stratégies à base de nanoparticules ou d'ARN messager. Donc l'intérêt de ces stratégies, en fait, c'est que cette diapositive récapitule un petit peu le Graal visé par ces vaccins, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une balance efficacité-tolérance, mais d'avoir une stimulation immunitaire qui soit vraiment le plus large possible et qui va être à la fois de combiner une réponse anticorps et une réponse cellulaire, plus ou moins en fonction des stratégies, on aura l'une ou l'autre de stimulation immunitaire qui sera présente. Et il y a énormément de choses possibles, mais finalement, si on essaie de résumer un petit peu, ça va être quels antigènes est-ce qu'on va mettre plusieurs antigènes de surface? On va associer antigènes de surface et antigènes internes. Est-ce qu'il faut faire du prime boost? Est-ce qu'il faut... il y a l'effet adjuvant du vaccin lui-même. Les nanoparticules ont un effet adjuvant. Les lipides, on en a parlé tout à l'heure, ont un effet adjuvant. L'ARN messager lui-même a un effet adjuvant aussi. Donc, tout ça, il faut arriver à combiner pour qu'il y ait une bonne tolérance et une bonne efficacité.
Alors, sur la stratégie de l'hémagglutinine universelle, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? C'est d'essayer de mettre en place une réponse contre la tige de l'hémagglutinine, donc contre la partie conservée, pour bloquer la fusion et les étapes précoces du cycle viral. Et puis, il y a la stratégie COBRA, un petit peu différente, sur laquelle je vais revenir. Donc, pour la stratégie qui vise à fabriquer des anticorps, enfin à induire la synthèse d'anticorps contre la tige, il y a plusieurs choses qui sont possibles, mais en essai clinique, il y a une publication voilà, qui relate un essai clinique avec des vaccins chimériques, c'est-à-dire qu'on fait des vaccinations successives avec des hémagglutinines, notamment par exemple avec une tige conservée, mais la tête de l'hémagglutinine, ça peut être une H8, une H5, une H1, voilà, différentes successions, l'idéal, et en se disant, bah, derrière, voilà, on va avoir une efficacité. Donc, bon. Euh, je vous présente pas j'ai pas trop le temps de vous présenter tous les résultats, mais voilà, ça c'est une des stratégies qui existent. Autre stratégie, c'est la stratégie achat Cobra. Donc, qu'est-ce que c'est que cet achat Cobra? Donc, ça aussi, c'est pour lutter contre le H5N1 que cette stratégie a été mise au point. Et l'objectif, c'est de. Donc, ça veut dire Cobra, ça veut dire Computationally Optimized Broadly Reactive Antigen. Et en fait, c'est d'essayer de modéliser par informatique, par des logiciels, une hémagglutinine optimisée et qui incorpore les caractéristiques des épitopes de plusieurs hémagglutinines. Et au final, il y a synthèse d'une hémagglutinine recombinante qui contient les épitopes d'intérêt de l'hémagglutinine que l'on souhaite viser. Donc, il y a eu des tests il y a des essais à partir de H5 Cobra, et puis également, il y a des essais sur des Cobra H1. Et donc, si on regarde juste une publication sur cette technologie, donc c'était une vaccination de souris avec des vaccins soit uniquement avec une hémagglutinine de Whooper Swan, donc une WS05, là, une seule H5, ou alors une vaccination des souris avec une H5 Cobra. Et on a l'impression quand même qu'il y a une réponse humorale un peu plus large quand on vaccine avec ces cobras par rapport à une H5 toute simple. Alors, c'est pas complètement évident, mais on a une meilleure efficacité quand même. J'ai essayé d'encadrer en rouge ce qu'on peut voir. Et ce qu'on voit surtout, c'est l'effet adjuvant. On voit à chaque fois qu'il y a à gauche un vaccin classique ou un vaccin qui contient un adjuvant, c'est-à-dire une émulsion huileuse, et on voit qu'à chaque fois qu'il y a cette émulsion huileuse, il y a un effet adjuvant et que à droite, c'est plus élevé. Alors après, voilà, je sais pas, c'est plus ou moins convaincant. Là, une petite réponse immunitaire un peu croisée. Autre stratégie, c'est la stratégie de Osivax, qui, elle, est basée sur des nanoparticules qui portent une nucléoprotéine. Donc là, ils font le pari de viser simplement une protéine interne, donc, et de stimuler la réponse cellulaire anti-NP. Donc, NP, ça permet d'avoir un aspect universel de cette nucléoprotéine qui est relativement conservée, et puis de s'associer avec une technologie particulière qui permet un auto-assemblage de la nucléoprotéine, ce qui permet d'augmenter l'immunogénicité. Cette stratégie, elle permet de stimuler la réponse B, la réponse T, et également, ils ont mis en évidence la présence d'une immunité de CD8, donc tissulaire, ainsi que systémique. Et actuellement, les essais de phase 1-2 ont été franchis, et il y a des essais en cours pour essayer de combiner cette stratégie ou d'alterner Osivax et les vaccins conventionnels. Donc ça, c'est les premiers essais menés chez la souris et qui montrent l'efficacité en fait d'avoir quelque chose qui soit oligomérisé. Simplement, je ne vais pas trop m'apesantir. En fait, en bleu, c'est la NP toute seule, et en rouge, la NP oligomérisée. On voit qu'on a, par exemple ici, plus de cellules qui sécrètent de l'interféron gamma quand elle est oligomérisée. On augmente l'immunogénicité. Là, pareil, on voit que la courbe rouge est au-dessus, et en fait, on a une meilleure réponse humorale, une meilleure incorporation aussi de cette stratégie par les cellules dendritiques. Et donc en modèle souris, là aussi, alors là aussi c'est plus ou moins convaincant, mais on a quand même l'impression que, notamment si on associe cette stratégie avec un vaccin inactivé, donc c'est ce qui est représenté ici en violet, on a une charge virale dans des essais chez la souris, une efficacité après challenge chez la souris, on a une charge virale qui est la plus basse dans ces conditions où on associe ces deux vaccins. C'est pour ça qu'il y a des essais cliniques actuellement pour voir si ça pourrait marcher chez l'homme. Et là, donc, ces essais de phase 2 montrent là aussi qu'on a une réponse immunologique dose dépendante avec ces vaccins Osivax
Donc là, il n'y a que le vaccin Osivax, c'est pas associé avec le vaccin inactivé, hein, donc c'est dans cette publication. Et on voit qu'on a oui, une réponse dose dépendante avec plus de PBMC capable de synthèse d'interféron gamma, plus de lymphocytes TCD8 capable également de synthèse d'interféron gamma, et puis on a une efficacité par rapport au placebo, par contre, là, pas par rapport à un vaccin inactivé, mais on a une efficacité de prévention de l'infection grippale, donc c'est quand même encourageant. Donc on n'est pas obligé de cibler que l'hémagglutinine pour avoir une efficacité. On cible l'ANP, là aussi, on a l'impression quand même qu'il y a une efficacité clinique. Autre stratégie encore, c'est de partir sur des nanoparticules qui portent plusieurs antigènes, avec donc des épitopes conservés là aussi. Et donc ça, c'est la stratégie de Novavax qui combine en fait dans son vaccin de la protéine de matrice associée avec des nanoparticules qui portent les des nanoparticules quadrivalentes avec donc des hémagglutinines. Et si on compare donc, ce qui est en bleu par rapport à un vaccin inactivé classique qui contient 15 microgrammes de chaque hémagglutinine qui est représentée en vert, on voit là aussi, c'est la réponse CD4 là, qui est étudiée, et la capacité donc vis-à-vis là aussi de différentes protéines. En gros, en fait, on voit qu'on a une réponse humorale et cellulaire supérieure. Alors, c'est pas trop étonnant puisqu'on a 60 microgrammes de chaque hémagglutinine et on a la protéine M. Donc, finalement, si on met plus d'antigènes, forcément, on a une meilleure réponse. Par contre, il y a aussi quand même un peu plus d'effets indésirables par cette stratégie. Et pour l'instant, c'est en attente de futurs essais d'efficacité clinique. Là, c'est des essais qui montrent qu'il y a plus de réponses, mais la preuve clinique par rapport à un challenge n'est pas encore démontrée. Mais c'est quand même un essai qui a avancé. Alors après, j'ai pas mal de diapos sur la stratégie ARN messager, qui en effet est très avancée, hein, suite à la pandémie de Covid. Cette stratégie est évidemment vraiment très avancée actuellement. Donc il y a différentes possibilités de structure de ces vaccins ARN messagers. Il y en a certains en fait qui peuvent être, alors c'est pas encore le cas, mais on peut aussi avoir une auto-amplification quand on couple, et on peut, en fait, c'est vraiment très très souple comme stratégie. C'est-à-dire qu'on peut décider de mettre n'importe quel gène qui code, on peut choisir de mettre tel ou tel antigène. Enfin, c'est vraiment très souple. On peut avoir une auto-amplification de ces ARN messagers, mais avec un risque là parfois que ce soit trop fort. Alors après, la prise en charge, elle va se faire finalement au lieu de l'injection par des cellules musculaires, par les cellules présentatrices de l'antigène. Mais là, finalement, on a une présentation qui est beaucoup plus large, mais on a une stimulation de l'immunité qui est importante par ces vaccins. L'intérêt de ces vaccins, eh bien, c'est qu'on aura des délais plus courts de production, donc déjà une grande souplesse, donc on peut décider de mettre n'importe quel antigène. Au lieu de mettre 6 mois à fabriquer un vaccin, en un mois, on peut fabriquer là aussi un vaccin. Il n'y a plus de production de virus, donc plus de problèmes infectieux, moins de risques aussi de mauvaises prédictions, plus de problèmes d'évolution antigénique qui seraient inappropriés dans l'œuf. On aura même une bonne glycosylation dans des cellules humaines, donc on n'a plus de problème de variabilité et plus de problème de délai de fabrication. Donc voilà, pas mal d'avantages technologiques. Alors, qu'est-ce que donnent les essais? Alors, il y a eu des essais notamment menés chez la souris qui consistent à vacciner avec justement des protéines internes, en combinant soit des vaccins unitaires, soit quadrivalents, qui contiennent des ARN messagers qui codent pour la tige de l'hémagglutinine, l'ANA, M2 et NP. Et donc là, on peut voir qu'on a une bonne réponse immunitaire de ces vaccins. Donc évidemment, si vous vaccinez, par exemple, à gauche, ça c'est contre l'hémagglutinine, c'est le vaccin quadrivalent qui va permettre d'avoir une réponse contre la tige donc de l'hémagglutinine. Mais évidemment, si vous vaccinez qu'avec un vaccin ARN contre NA, NP ou M2, il n'y aura pas de réponse contre la HA. Et là, pareil, la vaccination ARN messager contre NA, il y a une protection contre NA. Donc l'idéal, c'est vrai que le vaccin quadrivalent va protéger contre différentes cibles. Vous mettez différents ARN messagers, plusieurs cibles sont visées. Et on a aussi une réponse fonctionnelle qui est intéressante, notamment une réponse ADCC, une réponse donc humorale fonctionnelle de ces anticorps, mais pas de réponse cellulaire vraiment démontrée. Alors, un autre essai, lui, ne partait pas sur des antigènes conservés, mais par contre, dans un but One Health, sur l'association de
plusieurs hémagglutinines, et notamment ben voilà, un vaccin ARN messager qui contient 18 hémagglutinines, 2 de grippe A, 2 hémagglutinines de grippe B, avec vraiment cette tentative d'essai One-L. Ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est à droite qu'une vaccination par de l'hémagglutinine recombinante, par 20 antigènes recombinants, donne une réponse anticorps, mais qui est quand même beaucoup plus faible que ce qu'on peut voir avec un vaccin ARN messager qui contient ces différentes hémagglutinines. Donc, il y a vraiment une meilleure efficacité d'un vaccin ARN messager par rapport à un vaccin antigène dans cet essai chez la souris et le furet. Donc, on a une bonne réponse humorale, mais en fait, il y a peu de réponses de stimulation cellulaire T. Et alors là, je voulais vous présenter les essais cliniques de ce qui est le plus avancé pour l'instant. C'est le vaccin de Moderna, qui est parti là aussi sur quelque chose de similaire à finalement ce qu'on a avec les vaccins inactivés, c'est-à-dire sur l'hémagglutinine. Donc pas encore le choix de partir sur des protéines conservées chez l'homme, mais de partir voilà, sur ce qu'on connaît, et avec différentes doses, avec des doses plus élevées pour comparer au placebo et des doses un peu plus faibles pour une comparaison avec le vaccin saisonnier. Des essais menés chez des adultes de plus de 18 ans. Et ce qui est observé, eh bien, déjà, c'est qu'il y a quand même plus d'effets secondaires de ces vaccins. Ces effets secondaires, ils sont dose dépendants, ils sont présents dès 25 microgrammes et ils sont accrus par la dose. Et ils sont aussi plus fréquents chez les patients qui ont un meilleur état immunitaire. En gros, ils sont plus fréquents chez les patients de moins de 50 ans. Bon, ça, c'est un premier point. Et puis, il y a une bonne réponse immunitaire aussi, mais qui est surtout présente contre les virus influenza A. Et finalement, quand on compare par rapport au placebo, voilà, il y a une réponse, on voit bien, là, les barres bleues sont plus élevées que les barres grises pour les virus influenza A, un petit peu pour le B Yamagata. Et chez les patients voilà, de plus de 50 ans, là aussi, on a un effet. Mais voilà, pas forcément chez tous les virus B, donc ça, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, quand on compare par rapport aux virus saisonniers, donc là aussi, en fait, l'intérêt, il est vis-à-vis des virus influenza A. Donc voilà, c'est pour dire la même chose, donc je ne vais pas trop m'apesantir, mais voir qu'il y a vraiment, en gros, si on résume, il y a un intérêt potentiel de ces vaccins ARN, on a une meilleure immunogénicité, mais il y a quand même plus d'effets secondaires. Donc pour l'instant, il y a des essais de phase 3 qu'il faut suivre. Voilà, pour l'instant, les essais doivent se poursuivre. Ce n'est pas encore sur le marché. Donc, ce qui est faisable, mais pas encore testé chez l'homme, c'est d'avoir des vaccins ARN messagers qui contiennent un ou plusieurs antigènes conservés. Donc, on a vu les essais chez les furets, les souris. Il est possible d'augmenter la stabilité et l'immunogénicité. Mais malgré tout, ce qui va compter, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une trop grosse inflammation non plus. Et il y a aussi un risque, si la réaction est trop forte, c'est que la réponse immune va détruire l'ARN messager avant sa traduction. Bon, ça... Après, il y a des modulations possibles sur le plan technologique, génétique. Il y a plein de choses possibles, donc c'est encore en essai. Et peut-être que les pistes, c'est quand même d'essayer d'introduire des vaccins qui visent des antigènes conservés, probablement. Mais ce n'est pas encore en essai chez l'homme. Ça, il y a juste eu des essais chez l'animal pour l'instant. Et enfin, il y a quand même des barrières potentielles à l'utilisation, notamment l'hésitation vaccinale, à voir. Ça. Après, si ça permet d'avoir un seul vaccin et qu'on n'a pas besoin de refaire chaque année, ça peut faire changer la donne. Le stockage de ces vaccins, on peut améliorer avec des vaccins lyophilisés, c'est technologiquement possible aussi. En tout cas, le changement, on a bien vu que ça fonctionnait pour le SARS-CoV-2, le changement, il va être possible s'il y a une amélioration par rapport aux vaccins actuels au niveau tolérance, efficacité, si ça permet de faire moins de doses de vaccins. Donc, en tout cas, c'est quand même la technologie qui est la plus avancée à l'heure actuelle. Et enfin, je voudrais vous présenter la dernière Très rapidement, technologie. parce qu'il Oui, va falloir oui, conclure. alors, oui, merci. Je termine juste là-dessus. En fait, c'est cette stratégie de l'ADV non réplicatif. En gros, il existe des vaccins donc non réplicatifs qui permettent d'exprimer et de stimuler la réponse mucosale et qui sont administrés par voie orale. Donc ça, c'est quelque chose qui serait justement très pratique quand on voit que les injections, c'est quand même très compliqué.
Et ce type de vaccin, en tout cas, fonctionne. Il y a eu un challenge, par exemple, on vaccine donc des hommes avec ce vaccin oral non réplicatif, et derrière, si on fait un challenge par un virus H1N1, eh bien, il y a chez les gens qui n'avaient pas rencontré ce virus, on a une vraie réduction en fait par rapport au placebo, et avec quelque chose même d'un peu meilleur qu'avec un vaccin inactivé. Donc, je sais pas, c'est une piste en tout cas à réfléchir. Et c'est vrai que le fait de vacciner avec un vaccin de ce type au niveau mucosal, ça a été montré sur le SARS-CoV-2, mais ça va permettre de prévenir la transmission. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, pour conclure, on voit bien que améliorer l'efficacité du vaccin contre la grippe, c'est quelque chose d'ancien, que pour l'instant, on est quand même resté sur d'anciennes technologies, que la technologie ARN messager, qui est la plus avancée, offre des possibilités et que peut-être qu'on partira là-dessus. Et qu'est-ce que c'est qu'un vaccin idéal? Est-ce que c'est un vaccin universel ou est-ce que justement ce sera un vaccin qui sera adapté à chacun? On en discutera peut-être. Et puis enfin, simplement dire que la vaccination n'est qu'un élément de prévention. Tout ce qui a été dit avant permet de bien le comprendre et qu'évidemment, la lutte contre une émergence ou contre un virus pandémique, il y a plein d'autres choses dont on a déjà parlé. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup.